Salut tout le monde! Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis hyper contente de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler des tueurs de Sunset Strip. Certaines personnes connaissent, d'autres non. Donc, j'ai décidé d'en parler. Alors, voilà, je vous laisse le temps de vous installer et quand vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Donc, qui sont les tueurs de Sunset Strip? En fait, c'est un couple du nom de Douglas Clark et de Carol Bundy. Donc, on va commencer à faire le portrait de la vie de Carol et ensuite, on va s'attaquer à Douglas pour ensuite venir parler du couple. Donc, qui est Carol? En fait, c'est une femme qui est née le 26 août 1942 aux États-Unis. Elle a pour père un homme du nom de Charles et pour mère une femme du nom de Gladys. Elle a aussi une petite sœur du nom de Vicky, mais qui n'est pas très importante en soi dans l'histoire. Donc, je raconterai pas vraiment l'histoire de Vicky. Donc, en fait, Charles était un alcoolique de renom. Il passait ses journées à boire, tandis que Gladys, elle, travaillait comme coiffeuse et était connue, en fait, pour détester ses enfants. Donc, elle détestait par-dessus tout Carol. Ça, on ne sait pas pourquoi. Carol non plus n'a jamais su pourquoi, mais c'est pas vraiment important parce que de toute façon, Carol subissait beaucoup de violences physiques par sa mère Gladys. Ça arrivait souvent que Gladys la frappe ou l'enferme dehors, donc l'empêche d'entrer dans la maison quand il pleuvait, quand il faisait froid, quand il faisait chaud. C'était pour elle quelque chose de vraiment, vraiment drôle. Et un jour, Gladys va être retrouvée par son mari étendue sur le sol de la maison familiale, morte. Elle a été victime d'une attaque cardiaque. Par chance, Richard va rester avec les enfants, donc avec Carol et Vicky. Mais là, encore une fois, elle n'est plus victime de violences physiques, mais son père, Charles, finit par la convaincre de prendre la place de Gladys dans la maison, mais aussi dans le lit familial. Donc, elle va subir beaucoup d'agressions sexuelles durant son enfance, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Charles se remarie. Donc, pour elle, pour Carol, ça va être un pas de moins. Elle va pouvoir reprendre son lit à elle, mais trop tard, les dommages ont déjà été faits. À l'âge de 17 ans, Carol va rencontrer un homme de 56 ans et va décider de quitter le nid familial pour aller habiter avec cet homme. Mais là, encore une fois, bien vite, cette relation-là ne durera pas parce que l'homme de 56 ans la prend pour une prostituée. Donc, il la force à faire les trottoirs ou encore, il emmène des hommes inconnus chez elle pour qu'ils s'amusent avec elle et qu'ils soient payés en échange. Faut dire que Carol a jamais vraiment eu une très grande personnalité, une personnalité forte. C'était quelqu'un qui prenait son trou assez rapidement. Sa personnalité était un peu floue en fait. Elle ne s'affirmait pas. Elle ne prenait pas sa place non plus, donc c'est pour ça que toutes ces relations, au fur et à mesure des années, ne fonctionneront pas vraiment parce que sa personnalité, elle est tellement faible et elle est tellement dépendante aussi. Elle recherche toujours l'amour qu'elle n'a jamais eu de ses parents ou qu'elle n'a pas eu de sa mère. Donc, c'est pour ça que ces relations-là ne fonctionneront jamais. En 1962, Charles, le père de Carol, va être retrouvé décédé. Il s'est pendu. La même année, elle va rencontrer un homme du nom de Richard Gies. Ensemble, ils vont se marier et déménager dans l'Oregon. Mais tranquillement, encore une fois, Carol va faire de l'infidélité. Donc, elle va aller voir des hommes, voire même des femmes différentes, donc différentes personnes, mais elle va vite se lasser de ce style de vie-là et va retourner vers Richard. Elle va entamer des études comme infirmière. Et là, elle va rencontrer un homme du nom de Grant Bundy avec qui elle va décider d'avoir une relation. Et cette relation-là va aller beaucoup plus loin parce que en fait, ils vont se mettre en couple et Carol va décider de divorcer de Richard, mais quand même de rester en bon terme avec lui. Donc, ils vont rester amis. Et là, avec Grant, elle va avoir deux enfants, un enfant du nom de David et un enfant du nom de Chris. Chris étant le plus vieux, David le plus jeune. Encore une fois, avec sa relation-là, ça fonctionnera plus très bien au fur et à mesure des années parce que elle est victime de violences physiques, de violences sexuelles, mais aussi elle est considérée comme une femme au foyer. Donc là, pour Grant, Carol doit être à la cuisine, doit faire le ménage, doit faire le lavage, doit s'occuper des enfants. Donc, elle a plus de temps pour elle. Et bien, évidemment qu'elle n'aura plus de temps pour s'occuper d'elle, pour se mettre belle. Donc, elle va devenir moins attirante et va devenir assez grassouillette, contrairement au début, lorsqu'elle a rencontré Grant.
En 1979, Carol va prendre une grande décision et va quitter Grant. Donc, elle va prendre ses enfants et elle va partir à San Fernando, dans les immeubles de Valerio Gardens. Ça, en fait, c'est un espace d'appartement qui est loué par une entreprise, donc une compagnie, et elle va aller vivre là avec ses deux enfants, loin de Grant. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer John Murray, aussi appelé Jack, qui lui est marié avec Jeannette. Une certaine relation va s'installer entre John et Carol, bien que Carol sache que John est marié avec Jeannette, mais ça ne dérangera pas Carol parce qu'elle va vraiment tomber follement amoureuse de John, à un tel point qu'elle va se mettre à le suivre partout, à toujours lui téléphoner pour savoir où il est, à réclamer sa présence chez elle, vraiment. Puis John, justement, ben, il va en profiter pour manipuler Carol en lui soutirant de l'argent, en lui disant « Écoute, j'ai besoin de tant d'argent, je vais te rembourser », mais finalement, elle ne le rembourse jamais. Et là, Carol, elle ne se rendra pas vraiment compte que ben, John est en train de la manipuler. Mais là, au fur et à mesure, elle va se dire « Wow, ça suffit ». Elle va s'éloigner un peu de John, mais John va revenir, donc c'est là qu'elle va comprendre, qu'elle va penser en fait qu'il l'aime, et elle espère que John se divorce d'avec Jeannette, mais John lui dit clairement « Je ne me divorcerai jamais de Jeannette, toi, ce n'est qu'un plan cul. » Donc, c'est seulement sa maîtresse et rien d'autre. Carol va se fâcher et c'est à ce moment-là qu'elle va, après plusieurs années, qu'elle va décider de s'éloigner un peu de John, mais elle a toujours cet amour-là pour lui, donc elle s'éloigne, elle revient, elle s'éloigne, elle revient. Et un jour, dans un bar, elle va rencontrer le parfait gentleman. Donc, le jeune Daniel Clark, de son vrai nom, est né en 1948 en Pennsylvanie d'un père qui s'appelle Franklin et qui fait partie de la marine, tandis que sa mère s'appelle Blanche et c'est une femme au foyer. Donc, Daniel a un petit frère qui s'appelle Walter et seulement à l'âge de 3 ans, Daniel va décider de se faire appeler Doug, donc Douglas. À partir de là, on va l'appeler Douglas. Et de 1948 à 1958, la famille, à cause du travail de son père, donc dans la marine, mais la famille va souvent déménager, donc à Seattle, à Berkeley, en Inde, en Indiana. Donc, ils vont faire beaucoup de pays, beaucoup de villes et bon, beaucoup de places finalement. Et c'est en 1958 que le père de Douglas, donc Franklin, va décider de quitter l'armée pour prendre sa retraite, s'installer en Inde. Et bon, ils vont faire plusieurs places, ils vont même aller en Italie, en Angleterre, bon, et pendant son adolescence, Douglas et Walter vont fréquenter une école de diplomates, donc qui s'appelle l'Écola. Et pendant ces années-là, à ce pensionnat ou à ce collège privé-là de diplomates, eh bien, Douglas va développer un certain comportement qui n'est pas du tout pareil à celui de Walter. Donc Walter, c'est quand même quelqu'un de très calme, de très posé, vraiment vaillant, très travaillant, il est très bon à l'école, tandis que Douglas, lui, déteste l'école, il n'a absolument rien à faire, ses notes sont extrêmement mauvaises, et lui, en fait, il n'a pas du tout d'amis, il est tellement narcissique, il est tellement manipulateur que c'est impossible pour lui d'avoir des amis parce que tout le monde le voit qu'il est narcissique, il ne pense qu'à lui, et il se vante des exploits sexuels qu'il a avec des femmes, des filles de son âge, donc les gens n'ont pas nécessairement envie d'entendre ça, sont plus jaloux d'autres choses. Mais Douglas, en fait, va commencer à avoir des propos très déplacés, en fait, envers ses professeurs. Et là, l'école, le directeur va appeler les parents qui, eux, Franklin et Blanche, vont prendre la défense de Douglas. Donc, ils ne réprimanderont pas son comportement, ils vont prendre sa défense. Ce qui va justement engendrer le fait que son comportement va être de pire en pire. Parce que là, non seulement il est déplacé avec les professeurs, mais en plus de ça, il ose emmener des filles dans sa chambre du pensionnat, faire des trucs avec elles et de les enregistrer. Donc, enregistrer l'audio de leurs ébats sexuels et de les montrer à l'école entière, à toutes ses amies, comme pour rire un peu d'elle, finalement. Et c'est plus de se vanter, mais c'est malaisant, très honteux pour elle. Donc, à partir de là, à 16 ans, il va se faire renvoyer. Oui, renvoyer de l'école de diplomate et son père Franklin va l'inscrire dans l'académie de Coburg.
une école militaire, là, une académie militaire, et ben, ça se passera pas mieux parce qu'en fait, ben, on se rend compte que Douglas déteste avoir de l'autorité, déteste être obligé de suivre des règles que lui-même n'aime pas, et son comportement va continuer à être très déviant sexuellement, là. Il va continuer il va emmener des revues pornographiques, il va vraiment avoir des comportements qui sont pas du tout dignes de l'académie militaire. Donc, à 19 ans, finalement, Douglas va être diplômé de l'Académie de Culber, de l'Académie militaire, et il va s'engager dans l'armée de l'air où il va voyager au Texas jusqu'en Alaska. Et lorsqu'il a terminé ce contrat-là en Alaska, il va revenir s'installer chez ses parents à Yosemite. Et ben, il va quitter l'armée, son contrat est terminé. Et là, il va décider de déménager à Van Nuys avec sa sœur Caroline, qui, elle, sort d'une relation très toxique où elle était victime de violence de son conjoint finalement. Donc, ils vont s'installer ensemble dans un appartement à Van Nuys. Et là, à 24 ans seulement, Douglas va rencontrer une jeune femme de 27 ans qui s'appelle Beverly et ils vont se marier ensemble, puis ouvrir une usine de papeterie, de tissus, de textiles en fait. Et pendant quelques temps, ça va bien aller, mais finalement, l'usine va finir par faire faillite tout simplement. Et là, plus ça va et plus Beverly prend du poids, devient grosse, selon les dires de Douglas. Et Douglas n'est plus vraiment attiré par elle et il va se plonger dans l'alcool. Il va tellement devenir un alcoolique qu'à tous les jours, il va boire des onces et des onces de whisky, de vodka, de tout ce que vous voulez. Et il va finalement devoir aller suivre une thérapie dans les alcooliques anonymes qui va durer 2 ans. Et à sa sortie, il va replonger. Donc, ça ne fonctionnera pas plus. Et là, en 1976, le couple de Beverly et de Douglas va divorcer, mais ils vont quand même rester en bons termes. En 1979, Douglas va travailler dans une usine de papeterie là, comme cadre. Donc, c'est quelque chose qui va quand même assez bien parce que lui, il n'aime pas nécessairement recevoir des ordres. Donc, ça y va très bien là, comme métier, cadre. Et finalement, en 1980, pour une raison encore inconnue, il va mettre le feu à sa voiture alors qu'il travaillait de nuit à cette usine-là. Donc, pendant la nuit, il sort à sa pause. Il met le feu à sa voiture pour récolter l'argent des assurances. Donc, on comprend pas trop. Et la même année, peu de temps après, ben, il va entrer dans un bar et il va faire la connaissance d'une séduisante femme. Donc, Douglas et Carol vont se rencontrer dans un bar une soirée et à partir de ce moment-là, ben, il y a une relation qui va s'installer entre ces deux-là. Ils vont souvent se téléphoner, souvent se voir, se rencontrer. Et Douglas est vraiment très, très entreprenant. En fait, il n'aime pas nécessairement être chez lui avec Caroline. Il cherche presque un autre toit, une autre maison. Et là, il va souvent, la première soirée, il va venir dormir chez Carol. Et les enfants de Carol sont là, donc Chris et David. Et en fait, il y a une très bonne relation qui va s'installer entre Douglas et les deux enfants, tellement que Douglas va border les enfants, va les coucher, va leur donner leur bain. Il va vraiment agir comme une figure paternelle pour les enfants et les enfants vont vraiment l'apprécier. Carol, elle, va voir ça et va se dire, super, j'ai trouvé l'homme parfait. La première soirée, en fait, qu'ils vont passer ensemble, la première nuit qu'ils vont passer ensemble, ça va être exceptionnel. Il lui chuchote des mots doux à l'oreille, il est très attentif, très attentionné envers elle, tout va bien, c'est l'homme parfait. Le lendemain, lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se rend compte que Douglas, il est en train de la fixer, comme ça, et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Douglas va lui dire qu'il a des problèmes avec sa propriétaire et son appartement, et lui demande s'il peut venir déposer certaines de ses affaires chez elle. Carole, elle est tellement naïve, tellement en amour qu'elle va dire oui. Donc à partir de là, Douglas va venir installer quelques petites affaires en fait chez elle. Et là, c'est comme s'il habitait presque chez elle. Là. Donc la relation va vraiment s'installer et il va habiter chez elle. Lorsqu'il se chicane, pour mieux la manipuler, Douglas va partir longtemps, plusieurs jours, sans donner de nouvelles. Pour que Carole lui court après, et ça va fonctionner parce que Carole lui court toujours après. Donc elle revient toujours vers lui et le ramène chez elle. Là, Carole va décider à un moment donné de passer son permis de conduire et elle va aller s'acheter une voiture que c'est finalement Douglas qui va choisir à sa place. Donc, à partir de là, les deux vont pouvoir prendre la voiture et tout. Mais là, à un moment donné, Carole va entrer dans la voiture
Et en ouvrant où il y a le miroir en haut, il y a un couteau qui va tomber. Et là, elle va se demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Elle va aller voir Douglas et elle va lui demander pourquoi il y a un couteau dans sa voiture alors qu'elle a des enfants. Là, finalement, Douglas va lui dire « Écoute, c'était pour me protéger, toi aussi tu devrais faire pareil, tu devrais au moins aller t'acheter une arme. » Carol va être convaincue par les propos de Douglas et finalement, ils vont en acheter deux, des Ravens calibre 25. Donc, ils vont en avoir deux qu'ils vont garder dans la voiture et une à la maison, un peu partout sous eux finalement, là, au cas où. Et là, il y a une relation encore plus très toxique qui va s'installer entre les deux parce que Douglas est très narcissique, il est très manipulateur et Carol, elle a pas de personnalité comme je l'ai mentionné tantôt. Elle est très naïve, très dépendante, donc elle va toujours tout faire pour plaire à son homme. Et c'est là que Douglas va lui parler des fantasmes qu'il a de nécrophilie, de meurtre et de torture. Donc, ils vont commencer à faire du BDSM ensemble et Carol ne semble pas avoir de limite. Douglas, lui, voulait entendre des cris de douleur, mais Carol ne semble pas souffrir. Donc, ça va devenir une pratique assez courante dans leur relation sexuelle. Et bon, puisque Carol n'a pas de limite, ben, tant mieux pour eux, finalement. Et là, un jour, David et Chris vont venir parler à leur mère pour leur dire « Écoute, maman, ta relation avec Douglas est pas bonne. C'est très nocif, c'est très toxique. » Carol, n'acceptant pas que ses fils disent ça de son nouvel époux, de son amoureux, va leur donner chacune une gifle. Puis, elle va laisser Douglas battre ses deux garçons. Donc, à partir de là, il y a vraiment une relation très toxique, très nocive qui va s'en suivre. Et les fils de Carol vont finir par aller s'installer chez leur père parce que là, Douglas devient trop bizarre. Donc, la raison pourquoi David et Chris vont finalement finir par aller habiter avec leur père, c'est qu'en avril 1980, Douglas revient chez lui, chez Carol, où il habite maintenant. Il a les vêtements tachés de sang. Il y a le couteau qui était dans la voiture, dans sa main, plein de sang. Carol va tout de suite l'emmener dans la salle de bain, lui retirer ses vêtements, les laver, retirer le couteau de sa main et laver le couteau. Elle va ensuite lui demander « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es plein de sang? » Douglas va lui dire qu'il était dans une voiture avec une de ses amies avec qui il avait des relations sexuelles et que soudainement, le copain de cette fille-là est apparu et a essayé de le poignarder. Douglas, tout ce qu'il a fait, c'est se protéger en assassinant ce pauvre garçon. À partir de là, Carol va vraiment avoir peur et elle va le croire parce qu'il est plein de sang. Et c'est là qu'elle va envoyer Chris et David chez son père parce qu'elle sait que Douglas est vraiment très dangereux. La même année, en avril toujours, une prostituée de 22 ans du nom de Charlène monte à bord d'une voiture, la voiture de Douglas et de Carol, qui se situe sur le boulevard de Sunset Street. Et en fait, Douglas et la prostituée se rendent dans une petite rue assez isolée. Et là, Douglas dit à la jeune femme, Charlène, d'aller sur la banquette arrière, ce que Charlène refuse. Et au moment où est-ce qu'elle tourne son visage vers Douglas, elle comprend qu'elle a un couteau sous la gorge. Elle va essayer de se débattre, mais par malheur, en fait, Douglas est vraiment plus fort qu'elle. Donc, il va la poignarder à plusieurs reprises dans le torse. Et elle va quand même réussir à s'enfuir. Elle va courir pour finalement s'effondrer sur le sol. Elle va être retrouvée quelques heures plus tard par les policiers et elle va décrire son agresseur comme étant un homme blond aux yeux bleus avec une moustache, ce qui concorde très bien en fait avec Douglas à cette époque. Le 11 juin 1980, Carol elle veut aller faire des courses avec la voiture, mais là, la voiture n'est pas là. Elle appelle Douglas qui lui dit qu'il est chez une de ses amies parce que ça a l'air que c'était une relation assez ouverte. Donc les deux pouvaient avoir autant de relations sexuelles avec qui ils le désiraient. Tant mieux pour eux. Et là, elle veut vraiment la voiture, donc elle va se rendre chez cette fille-là. Et en ouvrant la porte de la voiture, elle va remarquer qu'à l'arrière, les banquettes arrière, il y a un gros sac avec des vêtements tachés de sang. Donc, elle va oublier ses courses et elle va tout de suite se rendre dans une laverie commerciale finalement. Elle va laver les vêtements, puis elle va tout simplement là, les cacher.
Elle va contacter Douglas pour qu'il lui donne des explications. Et ce qu'il va dire, c'est vraiment ahurissant. Il a dit que dans la journée du 11 juin, il a vu Cindy et Gina, deux jeunes adolescentes, qui étaient assises sur le bord d'un trottoir. Il leur a donc offert de monter à bord de la voiture, puis s'est arrêté dans un garage qu'il avait loué à Burbanks et force les deux filles à lui faire une... C'est ça. Il tire sur Gina parce qu'elle refuse, tandis que Cindy avait approuvé, entre parenthèses, et elle s'en allait le faire. Elle a remonté sa tête et le coup est parti, donc il a tiré sur Cindy aussi. Il va déplacer les corps sur un matelas qu'il avait dans le garage et il va violer leurs cadavres à ce moment-là. Et cet homme était tellement pervers qu'il a même pris des photos des cadavres après les avoir mis dans plusieurs positions différentes. À la suite, il va emmener les cadavres près des studios de Disney et il va jeter les corps dans un genre de ravin d'une forêt où les corps vont être retrouvés quelques jours plus tard. N'en pouvant plus de vivre avec cet homme et de savoir tout ce qu'il a fait, Carol, le 14 juin 1980, va décider d'appeler la police et elle va dénoncer Douglas Clark en donnant des informations que seul le meurtrier ou un complice du meurtrier pouvait connaître. C'est alors que le policier Henlin va répondre et qu'il va écouter Carol, mais ne la croira pas parce qu'il y a des choses qui ne concordent pas ou parce que pour lui c'est simplement une blague. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui n'ont pas rapport avec le meurtre vont appeler justement peut-être pour avoir de l'argent ou pour avoir de l'attention. Et il va croire que Carol, ben, c'est exactement ce qu'elle voulait. Le même soir à la télé, on va annoncer qu'un corps a été retrouvé dans un ravin. Le corps d'un homme du nom de Vic Weiss. Et Doug va dire en regardant la TV, c'est moi qui l'ai tué. C'était un test pour pouvoir entrer dans la mafia. Donc là, Carol, elle est comme traumatisée, elle est troublée. Mais tout au long en fait de cette histoire-là, elle va quand même le protéger entre parenthèses ou essayer même de se défaire de lui, même si elle l'aime toujours, bon. Et quelques jours plus tard, en fait, Doug va emmener Carol justement dans ce ravin-là et il va dire que c'est là qu'il jette les corps. Il a jeté le corps d'une certaine Marnette Comer, qui était une fugueuse de 17 ans qui faisait la prostituée sur le Sunset Strip. Il va aussi avoir avoué le meurtre d'une prostituée de 24 ans, du nom de Karen Jones, qui l'avait tirée une fois dans la tête. Il va avouer aussi avoir tué puis décapité Exie Wilson de 20 ans, où son corps a été retrouvé près des studios City. La tête de la jeune femme se trouvait dans le congélateur de la famille, sans même que Carol s'en rende compte parce que à un moment donné, elle est arrivée pour ouvrir le congélateur et elle a vu la tête de la jeune femme. À ce moment-là, Doug arrivait dans la pièce et il a vu que Carol avait vu. Il a pris la tête et il a été laissé enfermer dans la salle de bain avec. Donc à partir de là, on peut s'imaginer ce qu'il a fait, moi. Le 24 juillet, le corps d'une Jane Doe a été retrouvé sur Sunset Boulevard. Elle avait une balle tirée dans la tête. C'était vraisemblablement une prostituée elle aussi, vu comment elle était habillée. Elle avait beaucoup de bleu et elle avait aussi de la drogue dans son sac à main. Donc on peut pas confirmer, mais on peut peut-être penser que c'était une prostituée du boulevard parce que il y avait beaucoup de prostituées sur ce boulevard-là. Carol va continuer de voir Jack Murray, même pendant qu'elle est avec, mais surtout vers la fin, en fait, de sa relation avec Douglas. Elle veut se libérer l'esprit, elle veut essayer de penser à d'autres choses parce que là, c'est traumatisant. Douglas est en train de lui avouer tous les meurtres qu'il fait. Et elle doit se taire comme une bonne femme parce que sinon elle a peur des représailles. Il y a des couteaux, il y a des armes sous la main, il peut faire ce qu'il veut et elle n'a pas envie de se retrouver décapitée comme ces femmes-là. Donc un soir, alors qu'elle est dans le bar avec Jack Murray, elle a un petit peu trop bu et cette femme-là ne tenait pas du tout l'alcool. Donc, sans faire exprès, elle va avouer certains détails sur Douglas. Et Jack va lui dire, écoute, si je peux porter plainte contre Douglas. Là, Carol va avoir extrêmement peur parce que je crois qu'elle savait que si Jack dénonçait Douglas,
elle aussi allait se retrouver en prison parce qu'elle était, entre parenthèses, complice ou outrage à la justice. Parce que bien qu'elle ait appelé la police une fois, il y a beaucoup de meurtres qu'elle a cachés, beaucoup de meurtres qu'elle a gardés en elle. Donc c'est un peu comme outrage à la justice en fait. Quand tu vois que quelqu'un a assassiné quelqu'un, tu vas immédiatement le dire à la police et là il y a une enquête qui va s'ouvrir. Donc elle va tellement avoir peur que finalement elle va demander à Jack d'aller dans sa voiture pour continuer la soirée, continuer la conversation. Et elle va le poignarder 9 fois dans le corps, elle va trancher ses fesses et le cadavre en fait de Jack va être retrouvé sans tête. Donc, j'imagine que la tête de Jack s'est retrouvée dans le congélateur de la famille des meurtriers là, finalement. Et là, à partir de ce moment-là, elle est vraiment à bout de souffle de cette vie-là. Carole, moi je la prends vraiment. Je sais pas si c'est une victime ou si vraiment elle aimait ça. C'est sûr qu'au début, je pense qu'elle aimait beaucoup ça, ce style de vie-là. En fait, ne pas savoir ce qu'on va faire le lendemain. Mais de là à parler de meurtre, de torture, de nécrophilie, je ne crois pas qu'elle pensait un jour vivre dans ce genre de relation-là. Et à un moment donné, elle est tellement tannée, elle est tellement essoufflée de cette vie-là avec Doug que Carole s'en allait justement à son travail parce qu'elle avait obtenu son diplôme en infirmerie et elle travaille toujours comme infirmière au sein de l'hôpital de la ville. Et devant une amie, devant une collègue, elle va éclater en sanglots et elle va dire en fait que son mari a fait des choses de pas correctes et qu'elle aussi a fait des choses de pas correctes. Donc là, son amie, en fait, la collègue, va appeler la police et pendant que Clark est au travail. Et là, la police va arriver chez Carole et chez Douglas. Et là, Carole va vraiment ouvrir la porte de son congélateur. Elle va vraiment donner toutes les preuves, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir inculper Douglas pour le meurtre de plusieurs personnes. Et elle aussi elle va être arrêtée malheureusement parce qu'elle était comme complice de ça. Douglas va être arrêté à son travail, soit le 28 janvier 1983, et il va être reconnu coupable de 6 meurtres au premier degré, de chaos et de mutilation de cadavres. Donc, Carole, elle, va être condamnée à une peine entre 27 ans et la prison à vie pour le meurtre d'une Jane Doe, parce qu'elle avait avoué avoir tué la Jane Doe, et 25 ans à la prison à vie pour le meurtre de Jack Murray. Donc, aujourd'hui, Douglas est toujours en vie, tandis que Carole, elle est décédée le 9 décembre 2003 à l'âge de 61 ans d'une insuffisance cardiaque, d'une crise cardiaque. Donc ça, c'est tout pour l'histoire de ce couple. Mes impressions, c'est quand même assez rare que je dise mon opinion, là, mais je trouve que au début, quand je faisais mes recherches, je lisais sur ce couple et je me disais, voyons que Carole a été capable de vivre autant d'années avec cet homme. Voyons donc que Carole, voyons donc que Carole. Et là, on dirait qu'en disant l'histoire, j'ai comme plus de pitié pour... pitié. Oui et non, parce que je pense qu'elle était, au début en tout cas, elle était amoureuse de Douglas, mais qu'au fur et à mesure des années, quand tu apprends qu'un homme comme ça peut assassiner des gens sans remords, sans empathie, sans même démontrer aucune émotion dans le visage, je pense que tu as peur pour ta survie, tu as peur pour ta vie et tu préfères te ranger de son côté que d'être son ennemi. Jusqu'à temps que tu sois tannée comme elle, à un moment donné, elle s'est tannée de vivre comme ça et elle a décidé en fait d'aller voir la police et de tout avouer. Je pense vraiment que si Carole n'aurait pas rencontré Douglas, elle n'aurait jamais fait ça. Tandis que Douglas, lui, évidemment, oui, il l'aurait fait parce qu'on voit de toute façon que c'est lui qui a fait tous les meurtres et Carole n'était pas présente en fait durant les meurtres. On voit aussi qu'il aimait beaucoup la torture, la souffrance, le BDSM, toutes ces choses. C'est pas parce que tu aimes le BDSM que tu vas devenir meurtrier. Ce n'est pas du tout ça. C'est en fait de voir, c'est le contexte en fait dans lequel il était. Depuis son enfance, il y a toujours eu des déviances sexuelles. Quand il parle aussi ouvertement de nécrophilie avec sa conjointe, il y a un problème en quelque part. Donc ça, c'est mon opinion à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord.
Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. Et si vous vous demandez ce que je fais, vous pouvez aller voir en fait sur ma chaîne de quoi je parle. Je parle de beaucoup de choses, de biographie, des serial killers. Je parle de maladies psychologiques, de traits de personnalité, de syndrome, de creepypasta, d'histoires d'horreur. Et j'ai aussi... il n'y a pas longtemps, ouvert un confessionnal, donc je parle un peu de ma vie, je fais des blagues, c'est un peu de l'humour. Au deuxième degré, il faut pas prendre ça comme si je pensais vraiment ces choses-là, parce que là, il y a des sujets qui vont arriver, évidemment. Et voilà, donc vous pouvez me rejoindre en fait sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Donc TikTok, c'est vraiment réservé à l'humour, là. Je fais de l'humour, c'est des blagues que je fais. Voilà, donc bonne semaine, bon week-end, et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. Gros bisous! Ciao! The lights go out, the dark comes in, there's something here, the chase begins.